Il a eu 50 ans en août, dont 30 ans de vie politique à son actif. Il est député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Alexis Corbière, bonjour. Bonjour. L'actualité est riche en ce moment, on parlera du plan pauvreté, mais d'abord, un rapport va être rendu au Premier ministre qui propose de généraliser l'armement des policiers municipaux. Vous êtes pour, vous êtes contre? Moi, je ne suis pas favorable à cela. Je Pourquoi? pense que c'est la police nationale qui doit garder l'usage de la force, et notamment des armes à feu. La police municipale, par définition, selon les communes, il y en a pas, il y en a, elle a plus ou moins de pouvoir. Donc on voit bien que progressivement, il y aurait, ne nous le cachons pas, une délégation en quelque sorte de ce qu'est une mission de service public vers les communes, qui, selon leurs moyens, auraient plus ou moins les capacités d'assurer ça. Et puis, les armes à feu, quelque chose, il faut bien sûr que parfois nos policiers se défendent, soient armés, etc. Mais l'utilisation municipale de tout ça risque d'amener une utilisation encore plus importante aujourd'hui des armes à feu. Moi, je suis pour quand même qu'on ne banalise pas. Je sais bien qu'à l'heure du cinéma américain, à l'heure de beaucoup de choses, on a tendance à penser que le western est peut-être l'objectif de certains, mais c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, quelque chose de grave, évidemment, de porter une arme à feu. C'est une mission de l'État. Je suis pour que ce soit des fonctionnaires nationaux. J'entends votre position de principe, mais dans l'état actuel des forces de police, des effectifs et du danger, vous seriez maire, vous auriez une police municipale, vous feriez quoi? Précisément, je reviens, je me battrai. Je sais, je suis élu de Montreuil et Bagnolet. À Bagnolet, je souhaite un commissariat de plein exercice. Nous sommes une des communes qui est connue pour être à l'entrée de Paris, où il y a un trafic de drogue important. Il y a une cité où il y a un trafic de drogue extrêmement important. Il y a eu des coups de feu, ça fait plusieurs fois encore il y a quelques jours. Et le seul commissariat qui existe, il est au Lila, il n'est même pas sur cette commune. Mais dans l'attente de ce commissariat. Donc, c'est trop facile. On déshabille Pierre pour après, ou du moins pour noyer son chien, on l'accuse de la rage. Pour créer progressivement une police qui n'est plus une police nationale, une forme de privatisation du droit à la sûreté du citoyen, je n'accepterai pas de rentrer là-dedans en disant finalement je ne me bats plus pour un service public de qualité et une police nationale. Donc je reste attaché. Vous préféreriez attendre que le commissariat arrive? Mais bien sûr, c'est une même logique. De toute manière, vous prenez l'exemple d'une commune comme Bagnolet, on est trop endetté avec une population qui n'a pas les moyens, il n'y a pas les moyens d'avoir une vraie police municipale de toute façon. Donc vous voyez quand même ce débat c'est un débat de communes riches de toute manière. Mais ne lâchons pas l'essentiel. Il faut un service public de qualité. Les policiers travaillent difficilement. Il y a des milliers, je crois qu'on a plus d'1 million d'heures supplémentaires qui est dû à la police nationale. Les syndicats de police en étaient indignés. La raison pour laquelle on songe à associer la police municipale. Et tous ceux qui parlent beaucoup, souvent on prenne la posture sécuritaire, ont été ceux qui ont supprimé des postes dans la police nationale, ont maltraité nos policiers, qui doivent être respectés. Mais il faut leur donner les moyens. Et la pire des choses, ce serait de profiter de ça pour dire finalement, on lâche en quelque sorte l'essentiel pour essayer de trouver des solutions de relance. Je suis un défenseur de l'école publique. C'est pas pour autant que je veux dire tous dans l'école privée, parce que l'école publique va bien, par exemple. On a compris votre position. On va passer au plan pauvreté, très très attendu, qu'Emmanuel Macron doit présenter jeudi. Qu'est-ce que vous en attendez de ce plan pauvreté, vous ? Alors on va le regarder dans le détail. Vous me demandez de réagir sur un plan pauvreté qu'on ne connaît pas encore. Non, je vous demande ce que vous en attendez. Ce que j'en attends, c'est qu'il y ait vraiment des moyens qui soient mis. Le problème, c'est que ça ne date pas uniquement de M. Macron. Nous sommes aujourd'hui... Qui l'aurait cru en 2018, où il y a 9 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté. 9 millions, c'est incroyable. Et il y a une situation où aujourd'hui, clairement, je vais prendre les 3 pensions, pour ce qui est logement avec les APL, les pensions familiales, et aussi une pension invalidité, sont uniquement rehaussées de 0,3%, alors que l'inflation est de 2,3%. C'est-à-dire que mais globalement... le gouvernement a augmenté d'autres minima sociaux. Lesquels ? Oui, des minima sociaux, mais par rapport à cette baisse généralisée, il va de soi que les moyens qui sont mis sont à la baisse. C'est ça la réalité. Vous rajoutez à ça, pour nos retraités qui ont déjà subi l'augmentation de la CSG, vous avez clairement certains de nos retraités, notamment qui sont en situation modeste, qui perdent à la fin du mois parfois jusqu'à 50 €. Donc vous voyez, à l'heure actuelle, les pensions... Les retraités les plus modestes n'ont pas de hausse de leur CSG. On est d'accord, mais vous savez, moi je rencontre dans ma circonscription, quand vous avez une pension de retraite à 1200, 1300 €, vous n'êtes pas non plus un retraité riche, ni même ce que je vais appeler une classe moyenne. Franchement, dans des grandes agglomérations parisiennes... Où est-ce que vous mettriez, vous, les priorités ? Il faut augmenter tous les minima sociaux, et à partir du moment où on considère qu'il faut un salaire minimum, moi je crois qu'aucune pension ne doit être en dessous du salaire minimum. Et c'est pareil pour tout ce qui est des aides. Vous ne pouvez pas considérer qu'en dessous de 900 €, c'est à peu près ça, on vit sous le seuil de pauvreté, et nous-mêmes,
accepter un système qui fait que nous aidons les gens, parfois en ne les sortant pas de la pauvreté. Ce que vous nous dites, c'est tant que toutes les pensions, les minima sociaux ne seront pas au niveau du SMIC, oui, je pense. Vous ne serez pas satisfait. Ben oui. Donc vous serez forcément insatisfait. Sans doute. Mais est-ce qu'il n'y a pas des priorités à... Mais il y en a toujours. Ne soyons pas complexés ou dans une espèce d'excuse permanente par rapport à ça. On a un gouvernement qui a supprimé l'ISF et il y a 4,5 milliards d'euros environ qui ont été rendus aux Français les plus riches. Voilà. Et le plan pauvreté, de ce que j'en ai vu, qui nous est présenté, un grand renfort de fanfare, c'est 2019-2020. On est fiers d'investir 3 à 4 milliards sur les 3 années qui viennent. Vous voyez ce qui est fait. Donc moi, vous savez, je suis un républicain. Je pense que l'égalité est au cœur de ce qui est le fonctionnement de la société et je n'accepte pas l'idée qu'on rende des milliards aux plus riches qui d'ailleurs ne les réinvestissent pas vraiment dans l'économie. Ça n'a pas fait reculer le chômage à ma connaissance, ça n'a pas été utile économiquement. Je pense que je suis fidèle même à des convictions spirituelles de beaucoup de nos concitoyens, priorité aux pauvres. Priorité aux pauvres. Et ce n'est pas de l'argent perdu. Parce que la pauvreté, je veux dire, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que déjà, c'est intolérable de vivre dans une société où vous avez des gens qui sont dans une situation... J'ai vu un rapport ce matin en venant à vous, je crois qu'un Français sur 5, aujourd'hui, 1 sur 5, n'arrive pas à faire 3 repas équilibrés dans la journée. C'est ça la réalité de la 5e puissance mondiale. Est-ce qu'il faut augmenter les minima sociaux ou augmenter l'accompagnement des gens en situation de difficulté vers l'emploi? Mais les deux. Est-ce qu'on a les moyens? Mais les deux. Mais il faut s'en donner les moyens. On voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement veut faire croire que le problème, c'est que l'existence de toutes ces aides sociales, qui sont des droits, en quelque sorte, enferment les gens dans la pauvreté, ne les motive pas. Et vous avez un discours culpabilisant, qui est un vieux discours par ailleurs, qu'on a vu porté par M. Darmanin, ou même le président de la République lui-même, qui s'est ridiculisé avec son pognon de dingue, en disant on met du pognon, ça change rien, quasiment en train de nous dire, voyez, les handicapés, on les aide, ils sont toujours handicapés après. Absurde, raisonnement idiot. Oui, il faut aider, parce que si cet argent n'était pas mis, ça entraînerait encore plus des gens dans la pauvreté, c'est une évidence, mais c'est pas l'accompagnement vers l'emploi. Je vais vous faire une confidence, aujourd'hui, on doit être à peu près à 6 demandeurs d'emploi pour un emploi. Il faut aider l'accompagnement à l'emploi, mais il faut surtout avoir quel projet pour créer de l'emploi, pour relocaliser l'économie, quel est le grand projet industriel que nous avons. Est-ce qu'on fait la transition écologique? Non, mais c'est important. Est-ce qu'on fait la transition écologique, par exemple, pour sortir du nucléaire? Ça peut créer de l'emploi. Est-ce qu'on se tourne vers l'énergie maritime? On peut développer une filière là-dedans qui permettait de créer de l'emploi. Quel est le projet du gouvernement là-dessus? Alexis Corbière, c'est vous qui me faites ma transition. Autre grand sujet, la transition énergétique. Le nouveau ministre de l'Environnement, François de Rugy, vient de dire qu'il veut mener une réflexion sur le statut d'EDF pour pouvoir, de manière plus aisée, gérer la transition vers une baisse du nucléaire. Quelle est votre position, vous, là-dessus? Chanson, je ne sais pas ce qu'il veut, mais de toute façon, c'est un manœuvrier, un cynique, et ce qu'il prévoit sans doute, c'est aller vers une privatisation encore plus d'EDF. Je n'ai aucune confiance en cet homme. Mais non, mais il faut que ça reste... J'en sais rien, on verra. Mais vous savez, les propos de Rugy... On sait qu'il y a des réflexions, notamment pour éventuellement séparer l'activité nucléaire, la laisser dans le public, du reste des activités d'EDF. D'accord, donc faire du profit avec le reste. Non mais tout ça, vous savez, moi je pense que c'est une bonne chose que on a avec EDF, d'ores et déjà, qui pour certains, ça a bien changé depuis sa fondation. Donc il faut quoi? Il faut nationaliser EDF? Il faut quoi? Moi je pense que ça ne me gênerait pas qu'effectivement que ça reste clairement dans un monopole public, que nous ayons le contrôle de notre énergie. C'est quelque chose qui est fondamental, qui est déterminant pour notre indépendance, notre pleine souveraineté. Et donc c'est ça qui rachèterait les actions d'EDF qui ont déjà été ouvertes? Il faut un investissement public de toute manière. La grande transition écologique dont nous parlons, la nécessité de sortir du nucléaire ne se passera pas dans un claquement de doigts. L'énergie nucléaire a assuré l'indépendance de la France. Vous savez, moi je pense que c'était une bonne chose qu'à un moment donné, dans les années 50, 60, on dise pour assurer l'indépendance énergétique, on a fait travailler nos ingénieurs, on a développé ça. La question c'est aujourd'hui en 2018 et on connaît à la fois les vertus nucléaires, mais on en voit aussi les difficultés et nous avons comme vaste chantier qui prendra des décennies à sortir du nucléaire doucement en développant d'autres sources d'énergie. Ça c'est à l'État de le faire parce que l'État il est stratège, il peut planifier les choses, il n'est pas directement dans des logiques de rentabilité immédiate. Le privé peut venir nous aider dans certains aspects, mais c'est l'État qui doit garder la main là-dessus. Je vous admets que je peux être un peu trop caricatural. On peut avoir là-dedans des entreprises privées françaises qui sont des entreprises d'excellence qui peuvent nous aider. Mais globalement, je suis pour que ce soit la main de la puissance publique qui aide là-dedans, qui fasse les investissements sur le long terme. Et ce dont je me méfie bien souvent, à travers ce que nous annonce M. de Rugy, c'est que si c'est pour privatiser certains aspects, uniquement en garder ce qui est fort coûteux, ça risque de faire en fait que le
contribuable, lui, va payer ce qui poserait les plus grandes difficultés. Donc on renforce l'État dans le capital d'EDF. Moi, je suis plutôt là-dessus. Je pense, vous savez, que c'est l'État stratège qui a permis que la France marche devant dans beaucoup de fleurons, que ce soit celui-là ou l'aéronautique ou d'autres. Il n'y a pas à considérer que c'est seulement le privé qui a fait les beaux jours de notre industrie, c'est pas vrai. Avant de nous quitter, j'ai besoin que vous m'éclairiez un peu sur la position de la France insoumise dans cette rentrée. Parce que dans la même journée, Jean-Luc Mélenchon a dit du président de la République qu'il était un des plus grands xénophobes que l'on ait. Et le soir même, il n'assume pas ses propos et va civilement saluer le président de la République. Alors, où est la sincérité là-dedans ? Parce que si le président de la République est un xénophobe, clairement, il faut le combattre et ne pas lui serrer la main. Si en revanche c'est un adversaire, la civilité s'impose. Où est la sincérité ? La sincérité, il faut se rappeler la séquence. Le gouvernement, M. Macron et beaucoup de ses chevaux légers nous ont cogné dessus en expliquant que nous étions des nationalistes, des racistes. Je peux en faire la liste, que ce soit M. Griveaux ou d'autres. Un député de la majorité un jour avait dit que moi j'étais un ennemi de la démocratie. Donc tout ça est un vacarme absolument absurde. Et Jean-Luc Mélenchon réagissait le matin en disant « Si moi je suis xénophobe, alors, disait-il, Macron est le plus grand xénophobe que nous ayons. » Le soir même, M. Macron, gentiment, va voir Jean-Luc Mélenchon, dit qu'il pense beaucoup de bien de lui, que c'est un adversaire stimulant. Bon, Jean-Luc lui dit, après un journaliste qui dit « Est-ce que vous pensez que c'est le plus grand xénophobe ?» Jean-Luc dit « Bon, j'ai peut-être un peu exagéré, s'il devient aussi urbain que moi. » Mais c'est compliqué de la part d'un tribun comme Jean-Luc Mélenchon de ne pas pouvoir assumer ses propos en face de la personne dont il a parlé. Le président de la République, ce qu'il y a d'amusant, vous voyez, c'est que vous n'interrogez pas Emmanuel Macron en disant que c'est lui qui n'assume pas ses propos devant Jean-Luc Mélenchon. Il n'a pas dit que Jean-Luc Mélenchon était xénophobe. Mais il n'a pas non plus rappelé à l'ordre tous ses amis qui nous ont traités de xénophobes et qui le font assez régulièrement. Donc Emmanuel Macron, pour vous, c'est un ennemi ou un adversaire ? C'est un adversaire politique, indiscutablement. Mais pas un ennemi. Mais en démocratie, vous savez, il n'y a pas vraiment d'ennemis. À partir du moment où les gens ne veulent pas remettre en cause au moins les libertés fondamentales qui sont le droit de vote, etc. Donc on est tous dans une adversité politique dont le but est que chacun puisse se faire entendre et convaincre pour pouvoir l'emporter. De toute manière, Emmanuel Macron fait beaucoup de mal, je pense, à ce pays et nourrit, lui, la xénophobie, le nationalisme, sans aucun doute. Ça, vous savez, les politiques libérales, brutales, souvent qui veulent faire porter au peuple la responsabilité des problèmes, amènent à ce que vous avez souvent les peuples qui se dressent. Et s'il n'y a pas une solution humaniste comme la nôtre, ça peut être des solutions xénophobes. Donc c'est pourquoi il faut nous aider. On va s'arrêter là. Merci. Au revoir Alexis Corbière.